Alors, savoir écouter le patient qui raconte son histoire, celle de ses symptômes, et bien pour l'orateur qui va nous mener jusqu'à cette séance de Q&A, eh bien c'est une nécessité. Elle est au centre de ce qu'il appelle la narration en médecine. Georges Casimir, je vous laisse le soin de nous parler de cet orateur qui est membre de l'Académie royale de médecine. Oui, certainement, c'est un plaisir de vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, Bernard Dames, qui est professeur Bernard Dames, est neurologue, neuropédiatre diplômé de l'Université libre de Bruxelles, membre en effet de l'Académie royale de médecine de Belgique. Il est actuellement directeur médical de l'hôpital Nikendal de revalidation neurologique, professeur de neurosciences à l'ULB, professeur invité à la VUB, à la KUE et à l'Université de Lorraine. Il est aussi rédacteur en chef de la revue Developmental Medicine and Child Neurology. Il a reçu plusieurs prix médicaux prestigieux, dont le John Study Pritchard et le prix Elsass. Il est professeur honoraire de l'Université de médecine David Viviani et docteur honoris causa de l'Université de Craiova. Il est l'auteur par ailleurs de plusieurs ouvrages de référence sur le handicap de l'enfant et la bioéthique. Il a par ailleurs publié 2 romans aux éditions de l'Aube et il a été lauréat du prix Eugène Schmitz de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Il contribue régulièrement à la revue littéraire marginale et il a été commissaire scientifique de plusieurs expositions d'art. La pratique de la médecine exige la capacité de connaître, d'intégrer, d'interpréter les récits et les souffrances des autres et d'agir sur ceux-ci. La compréhension actuelle de la santé comme un état de bien-être physique, mental et social qui repose non seulement sur le fonctionnement du corps, mais aussi sur nos activités et notre participation à la société demande aux médecins une compétence narrative exquise. Bernard Dames va nous entretenir de la narration en médecine. Merci beaucoup de cette magnifique introduction où je me suis un petit peu reconnu, mais seulement un petit peu. Monsieur le Président, donc je vous remercie. Messieurs les secrétaires perpétuels, je suis particulièrement heureux d'être ici, vous tous ici présents et ceux qui sont sur Internet. Je suis conscient du temps qui passe et donc, je vous dis déjà, il n'est plus nécessaire de me circoncire, mais je ferai mon possible pour rester concis, juste et ramassé. Littérature et médecine, pour moi, ça peut aussi évoquer la littérature médicale, cette littérature académique que nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises et qui constitue la base de notre formation continue. Ça représente un corpus en évolution constante dans lequel nous puisons, auquel nous contribuons et qui nous forme. La forme de la littérature médicale a très peu changé en fait. Et en particulier les journaux médicaux, les journaux académiques, sont restés à peu près figés dans leur structure depuis peut-être la fin du XVIIIe siècle. Les articles, écrits avec un vocabulaire précis, posant une question précise, commencent toujours, en dessous d'un titre, puis d'un résumé, par une introduction qui réinscrit la question que l'on va poser dans un contexte historique, un contexte d'histoire des sciences, pour en arriver à la question bien précise qui doit être formulée, comme on l'a entendu, sous forme d'une hypothèse. C'est une hypothèse que l'on se propose de tester. Ensuite, paragraphe suivant, on énonce les méthodes qu'on a suivies. Et puis, on présente les résultats, sans les discuter avant la partie suivante de l'article, qui s'intitule justement « Discussion », qu'on initie classiquement par un petit résumé, un petit rappel, et puis des liens par rapport à la littérature médicale qui va dans le même sens, et puis aussi on souligne les contributions à la littérature médicale qui ne vont pas dans le même sens. Et on essaye d'expliquer les différences, puis on poursuit encore un petit peu son propos, mais on arrive déjà aux conclusions et à la proposition de perspectives d'avenir, comment aller plus loin dans cette question.
C'est à ça que nous sommes formés, et c'est vraiment comme ça que beaucoup d'entre nous, en médecine, réfléchissons. C'est une narration particulière qui est codifiée, et puis cette narration se trouve confrontée avec une autre narration dans la rencontre avec le patient. Parce qu'il est évident que la plupart de nos patients, s'ils n'ont pas été comme nous d'abord des étudiants en médecine et puis des médecins, n'ont pas suivi cette formation, n'ont pas été élevés dans ce monde-là, n'ont pas été sensibilisés à cette forme-là de récit. Et nous voici en rencontre. Alors comment ça se passe? Le patient est venu jusqu'à nous avec ce qu'il a identifié comme un problème. C'est déjà un premier défi. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre comme Emma, comme le monsieur au teckel, c'est à la poitrine ou dans le bras gauche que j'ai mal. Je suis fatigué, ma peau ressemble vraiment à un poisson. J'ai froid. À un moment, je me dis, ce problème que j'ai identifié, je ne peux pas le résoudre avec ce que je connais. Et donc, je fais moi-même l'hypothèse en tant que patient, est-ce que c'est un problème médical? Je vais le proposer au médecin, et le médecin m'écoute. On a entendu parler de l'anamnèse, ce moment de cette rencontre pendant laquelle je vais raconter, encouragé aussi par des questions très précises du médecin. Et puis l'examen physique. Et le médecin, comme on l'a entendu, va traduire. Il va traduire, et c'est une traduction qui n'est pas simple, qui demande justement tout l'effort que ne peuvent pas faire actuellement ces programmes de traduction automatisée du style Google Translate, même si ça commence comme ça. Gémomythiès devient une céphalie. Et la céphalie, alors, fait référence à des listes de diagnostics différentiels, et puis ça implique une série de questions. Un collègue, un ami canadien, Peter Rosenbaum, me disait récemment, une maman, c'est un neuropédiatre comme moi, lui dit « You have textbooks, we have storybooks ». Et il me disait la difficulté à créer une interface entre nos manuels et les histoires particulières, et la mythologie, les mythes de chacun. Plusieurs orateurs ont paraphrasé à leur manière la phrase qu'un autre médecin, je pense canadien, a aussi énoncé, je le redis dans sa langue, avec l'accent du T et de Samuel Pepys. The good physician treats the disease. The great physician treats the patient who has the disease. Et c'est un grand défi. C'est un grand défi qui ne va pas de lui-même et qui nous rappelle à quel point le médecin est ancré dans la médecine et à quel point la médecine offre des réponses à la santé. Ceci ne va pas de soi. Actuellement, oui. Actuellement, c'est tout à fait dans notre culture qui dit médecin dit santé, qui dit santé dit médecin. Parfois aussi d'autres choses à côté, mais avant tout médecin. On peut raconter, c'est aussi une forme de narration, l'histoire de la médecine occidentale, et on peut la faire remonter certainement à Hippocrate. Souvent aussi, on parle d'un autre médecin bien plus tardif, Galien, qui par ses formulations a une influence énorme jusqu'à très 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 tard dans nos manières de penser, qui nous a appris le mot mélancolie, c'est-à-dire la bile noire, quand on se fait de la bile. Mais avant Hippocrate, pendant Hippocrate, après Hippocrate,
Et pendant si longtemps, le modèle prévalent de la santé en Occident, et actuellement encore dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de familles, est un modèle plutôt métaphysique. C'est-à-dire interpréter ce problème, même si on l'a identifié comme un problème de santé, comme une épreuve, comme une punition, pour ce qu'on aurait commis, pour ce que les personnes avant nous auraient commis. Et là, on se met à réfléchir et à mettre en sens le fait que c'était le bras gauche, le fait que c'était la tête, ou le cœur, ou le ventre, ou la peau. Et ce modèle métaphysique a été supplanté, mais très tardivement. M. Casimir a parlé d'exposition, mais nous avons récemment, j'ai eu l'occasion de participer à la partie préparation scientifique de cette exposition Witches, dans laquelle on rappelle que dans l'histoire des sorcières, dans cette construction des sorcières et de la sorcellerie, combien ce modèle métaphysique était à l'avant-plan. Et ce n'est que assez humblement, mais très courageusement, que certains théologiens, médecins, comme Yann Vire, ont proposé des explications qui seraient médicales. On a parlé de Charcot, mais c'est peut-être pas avant Charcot qu'on a conceptualisé une série de bizarreries qu'on qualifiait autrement sous forme de pathologie médicale, et on a parlé plusieurs fois avant moi à ce micro d'hystérie. Le modèle médical, comme le modèle métaphysique, considère que la cause du problème, c'est la personne. Que ce problème émerge, est au sein de la personne. C'est un modèle qui nous a énormément inspirés. C'est un problème, on a parlé d'épistémologie, qui nous a permis d'accéder à de la connaissance, à générer du savoir. Et pourtant, il a été remis en question par ses limites, parfois de manière radicale. Dans les années 70, il a parfois fait place à un modèle social de la santé, considérant que si quelqu'un a un problème de santé, ce n'est pas lui qui en est à l'origine, mais la société, ou la société qui l'accueille, ou qui ne l'accueille pas, ou qui l'exclut. Les années 70, celles qui ont suivi, ont aussi ouvert des champs de discours alternatifs, très intéressants, très féconds, même si certains, je dis, ont été très radicaux, jusqu'à nier les connaissances médicales, jusqu'à voir le médecin comme un instrument de pouvoir, dans une certaine mesure, à raison, et nous sommes les héritiers des gens qui nous ont mis en garde par rapport à ces difficultés éthiques. Les Nations Unies, qui avaient déjà, dès leur fondation en 1946, proposé une définition de la santé, l'Organisation mondiale de la santé a été plus loin, il y a 20 ans. Alors en 1946, qu'est-ce qu'elle disait ? Cette organisation qui était en train de se mettre sur pied, elle disait « La santé, et alors je vous dis déjà ce qu'elle ne disait pas, n'est pas, comme la plupart des gens le penseraient pourtant encore, l'absence de maladie. Non. La santé est un état de bien-être physique, mental et social. Et puis, ces notions ont été élaborées jusqu'à réaliser que ce bien-être n'est au mieux évalué que par la personne elle-même, qu'en considérant ce qui a de l'importance pour l'individu, là. Et que je ne peux pas, moi, en tant que professionnel de la santé, proclamer que j'ai deviné ce qui est important, ce qui a plus de sens. Et donc, plus récemment, mais il y a 20 ans, l'Organisation mondiale de la santé a proposé une classification de la santé qui dit la santé est composée, bien sûr,
du fonctionnement et de la structure du corps, mais aussi des activités auxquelles la personne se livre. Et encore, à la participation aux activités sociales. Et ce n'est que tout ce modèle-là, en prenant en compte des facteurs personnels, des facteurs d'environnement, qui permettront de comprendre la santé. Mais cette personne qui était venue me rencontrer, cette personne à la rencontre de laquelle je suis amené, me raconte d'abord une histoire. Par exemple, une maman me dit, voilà mon enfant, il est dans la Lune. C'est une métaphore. Pas un instant, j'ai imaginé que son enfant était un astronaute. D'ailleurs, il était là. Il est dans la Lune, et puis je la fais préciser, et c'est une histoire interpellante pour un neuropédiatre d'entendre que cet enfant, qui était fort appliqué à l'école, a des résultats qui ont chuté depuis quelques semaines. On me montre ses cahiers, une magnifique écriture, des débuts de mots et des fins de mots. Mais le début et la fin mis ensemble, le sens qui devrait se trouver au milieu, ne veut rien dire. On me montre des calculs qui me semblent ne pas avoir de sens. Cet enfant, qui est dans la Lune, où j'ai ce récit, eh bien, je le traduis dans ma langue. Et dans ma langue, je fais l'hypothèse qu'il y a des suspensions de sa conscience, qu'il y a des moments où il n'est plus présent. Et les médecins appellent ça une absence, qui est une forme de crise d'épilepsie. Alors, on confirme ce diagnostic avec des examens complémentaires. De fait, je n'avais pas accès ce jour-là à l'examen complémentaire et j'ai fait un petit peu de médecine de foire, excusez-moi. C'est-à-dire, je me suis souvenu que quand on fait respirer très très fort un enfant qui est sujet à de l'épilepsie absence, le fait de respirer très fort change la circulation cérébrale et peut faciliter la survenue de crise. Et que quand on a une crise et qu'on a les yeux fermés, on pourrait ouvrir les yeux. Et là, donc, sans examen complémentaire, j'ai pu confirmer avec ce test clinique cette hypothèse d'épilepsie absence. Et puis, il faut la raconter. Alors, quelle métaphore ai-je à ma disposition? Ce n'est pas celle de l'astronaute. À ma disposition, j'ai ce qu'on m'a appris, c'est-à-dire, oh, l'épilepsie, c'est comme, et puis non, ça c'est une comparaison. L'épilepsie, c'est un court-circuit dans la tête. L'épilepsie, c'est un coup de tonnerre. Mais comment pourrais-je manipuler une métaphore si violente? On a évoqué la revue marginale, et M. Barognan, dans ce numéro-ci, a parlé d'expression faciale. Moi, j'ai joué un petit peu en rendant hommage à Dostoïevski, mais aussi plus largement à la littérature russe et même soviétique, à une métaphore du fonctionnement du cerveau comme une usine, avec des ouvriers qui ont chacun leur spécialisation, qui ont chacun leur langage de pensée, c'est un langage électrique, et puis le langage de communication qu'ils utilisent les uns avec les autres, qui est un langage chimique, celui des neurotransmetteurs, et ainsi de suite. Et dans cette métaphore, je propose que pendant une crise d'épilepsie, comme je le verrai à l'électroencéphalogramme, que je n'avais pas pu enregistrer ce jour-là, beaucoup de neurones, voire tous les neurones du cortex cérébral, ont la même activité en même temps. Comme si, dans cette usine métaphorique, tous les ouvriers avaient le même geste en même temps. Eh bien, ils ne produiraient plus ce que doit produire l'usine, comme le cerveau ne produit plus toute la complexité qu'on attend de lui. Et puis, je propose une réponse, comme médecin. Mais je ne dois pas oublier que la réponse médicale que je propose, ici la prescription d'un médicament,
doit aussi être expliqué, doit aussi venir dans une narration. Le médicament que j'ai prescrit s'appelle de la dépakine. La maman a entendu de la décapine. Et par ce jeu de mots, est retournée dans une forme de violence en se disant « moi je ne vais pas donner de la décapine pour décaper le cerveau de mon enfant. J'ai bien compris qu'il s'agit du cerveau, mais ce n'est pas ça que je vais faire. » Je suis content qu'elle l'ait dit. Comme j'avais entendu une autre fois pour un enfant qui avait une forme particulière de douleur, et dans mon raisonnement, j'en arrive à prescrire un antidépresseur, non pas parce qu'il est déprimé, mais nous appelons cette molécule antidépresseur, et je la prescris dans cette indication de douleur, de l'amitriptyl et non commercial, triptysol. Et cette autre dame m'avait dit « Ah non, hein, moi aussi j'ai pris ça, pas du striptysol pour mon enfant. » Ce qui reste donc important, une fois qu'on a rendu notre réponse, c'est voir si la réponse médicale est en effet la réponse à la question de départ. Alors cette manière de travailler par la narration a été formalisée. Il existe une école américaine de médecine narrative et il existe quelques universités sur le continent nord-américain qui enseignent la médecine narrative, qui enseigne notamment comment être particulièrement sensible dans le dialogue à la relation que la personne entretient avec la maladie, voire avec la mort. Et donc, on convoque les émotions, le contexte culturel. Ça prend du temps, mais c'est essentiel. Si on ne le fait pas, on passe à côté des questions. Le contexte, et dans le contexte, même si j'ai moi-même un langage biologique, je dois l'articuler à un langage de la vie. C'est le teckel, c'est le boucher. Il y a la question, et celle-là, nous la rencontrons souvent, si nous sommes prêts à l'entendre, celle des croyances sur la causalité. Et les croyances, elles sont bien ancrées, elles sont basées sur des mythes, qui sont différents de mes propres mythes, et je dois les prendre en compte, parce qu'on va entrer dans des questions de honte, de culpabilité, que je trouve mal placées. Pour moi, un chromosome, c'est purement biologique. Quelle importance si la portion du chromosome 15 qui manque, et c'est pour ça que j'ai posé le diagnostic de syndrome d'Angelman chez cet enfant, a été héritée de sa maman. Quel est le rôle de la maman en tant que personne dans cette transmission génétique particulière? Il faut être capable d'entendre qu'il y a des interprétations qui sont moins triviales que les miennes. Et là aussi, on revient à la communication par le langage, et le langage, ça a été rappelé, ce sont des mythes. Ce sont des mythes que l'on convoque avec des métaphores. Et les métaphores, et ça c'est M. Namur qui commençait à nous le dire en nous rappelant cette conférence et puis cet écrit de Susan Sontag en 77-78, Susan Sontag qui nous mettait en garde. Alors là, ce n'est pas une démarche bernardienne, mais c'est une belle démarche intellectuelle qui disait « Attention, des maladies mystérieuses et honteuses comme la tuberculose au XIXe siècle, le cancer au XXe siècle, sont assorties d'un cortège de caractéristiques qui deviennent des caractéristiques de comportement, des traits de personnalité, et puis s'opère ce glissement où on se dit, eh bien, cette personne tuberculeuse, cette personne cancéreuse, qui possède donc toutes les caractéristiques de personnalité qu'on lui prête, que la culture lui prête, que la littérature lui prête, cette personne, eh bien, c'est sa personnalité. Ce n'est pas un hasard si cette personne a attrapé la tuberculose et ensuite le cancer. Nous ne parlerons pas du sida. Et nous pouvons nous essayer de nous empêcher de parler
de la pandémie actuelle. Mais ce ne serait pas honnête. Donc, reconnaissons juste qu'en termes de narration, on a été très très vite plongé dans des raccourcis. Très bizarrement, on ne s'est pas intéressé au nom du virus, qui en lui-même aussi aurait pu nous inspirer avec la couronne. Non, on s'est dit, est-ce que c'est le Covid ou la Covid? Très vite, on a dit, ben, ça vient de Chine. Alors, on était tout de suite chez Tintin, avec toutes des projections culturelles grossières. Les marchés humides, qui sont des marchés de produits frais, sont devenus des marchés de non-sens, contre nature, contre la civilisation, qui évidemment amène à une punition qui nous est venue de Chine. Et qui a touché qui? D'abord, les pays riches, d'abord, les gens qui travaillent. Au début, c'est ce qu'on nous racontait. Qui a touché qui dans la population? Non pas les enfants, non pas les personnes handicapées, comme on nous le disait au début, mais les personnes âgées, nous rappelant peut-être notre rapport aux personnes âgées et appelant à des réflexions éthiques dans lesquelles la société ne s'est pas engagée suffisamment. Il n'y a pas encore de personnalité, mais peut-être que bientôt, dans les mois qui vont venir, nous aurons aussi un cliché de la personnalité de la personne qui a eu un Covid ou peut-être qui a eu le Covid long. Peut-être en rapport avec son insensibilité à la nature chimique du monde. Ma phrase de conclusion est une mise en garde parce que si je nous invite à écouter, à communiquer, à utiliser les métaphores, je veux aussi nous inviter à la possibilité de rester flexible, varié, dynamique quant à la multiplicité des sens qu'on peut accorder. Et ces métaphores peuvent changer. Ces métaphores nous aident à donner du sens, à faire une lecture coopérative des situations, mais en rien, elles ne devraient nous conduire à aliéner des personnes en situation de problème de santé. Je vous remercie.